Si, c'est toujours difficile de passer derrière une personne très éloquente qui m'a suivi. Bravo, excellente intervention. Il a mis la barre très haut, c'est un vrai challenge. Alors, ce ne sera pas académique, je suis là pour vulgariser, acculturer par rapport à l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle peut apporter dans le secteur de la santé. Au néolithique, l'homme, il faisait la guerre pour récupérer des terres. Une baraque dans le temps, il a évolué, voilà, il fait la guerre pour récupérer de l'énergie fossile ou autre. Et l'humain, la guerre d'aujourd'hui, c'est la data, c'est l'information. Qui va collecter le plus de data? Qui va sortir des choses de la data existante? Qui va inventer et générer de la data? Les riches. La data, c'est un gisement très important et on verra par la suite pourquoi. J'ai choisi d'avoir un angle d'attaque assez différent pour le secteur de la santé et les apports de l'intelligence artificielle. Le premier secteur, qui est par exemple la biotechnologie, le secteur pharmaceutique, cryptage de molécules, simulation de vivants, séquençage, covariance, les phénotypes, les génotypes. Qu'est-ce qu'on peut apporter pour améliorer nos méthodes de travail, pour accélérer, pour avoir plus de précision et de performance? L'intelligence artificielle, ça reste une discipline. L'humain est en train de se transformer en horizontal, qui m'a l'IoT, qui m'a l'autre horizontal, et on applique sur des verticales. Donc, e-santé, on peut dire que c'est une verticale de l'intelligence artificielle qui peut être appliquée sur chaque. Donc, les outils d'intelligence artificielle, c'est un spectre très large. Le challenge, oui, le challenge, c'est choisir le bon outil pour le bon besoin. Par exemple, dans la bibliothèque, les outils qu'on utilise, qui boostent l'intelligence artificielle, on va voir après une petite arborescence du spectre assez large, caractéristique spéciale que l'homme a le nœud, il met beaucoup de temps pour le voir, les méthodes traditionnelles de calcul mettent beaucoup de temps et la précision reste à désirer. Le deuxième outil est RNN, c'est le réseau de neurones récurrents. Il est aussi beaucoup utilisé. Il a une spécificité, il a montré une performance très haute de traitement des données séquencées, surtout sur la partie ADN, là où c'est un langage qui est représenté par 4 lettres. Le RNN il est utilisé pour les traitements de langage naturel, c'est un langage les chatbots par exemple. Et je pense que dans le secteur de la santé, l'intelligence artificielle elle donne beaucoup d'apports sur l'aide de diagnostic. En même temps, c'est le plus facile, c'est un angle d'attaque qui est assez abordé par les chercheurs eux-mêmes. L'imagerie médicale, radiothorax, n'importe quel IRM. L'humain, on peut appliquer à des algorithmes, intelligence artificielle, pour faire un diagnostic et sortir des résultats. Mais pas que. Par les EEG, tout ce qui est activité on s'appelle le gramme, le CCG, tout ce qui est le gramme, et les tests de laboratoire, la l'humain, les sous format de papier, où ça commence un peu à évoluer, le réseau assez vite, fait des résultats. Tout ça, ça peut être injecté dans une moulinette. Alors, l'intelligence artificielle, mais dedans, c'est quoi? C'est quoi l'outil qui va traiter ce genre d'informations? Il y a le CNN et le RNN, vu qu'il y a de l'imagerie numérique, mais pas que. Le CNN et le RNN sont les plus connus, mais évidemment, on a un focus sur l'ANN, le PNN, le KNN, le CBR, il y a beaucoup d'outils. Le challenge, encore une fois, c'est avoir cette expertise-là pour choisir le bon outil par rapport aux bons besoins, par rapport à la bonne information qui existe aujourd'hui. Après les diagnostics, le système de santé, qu'est-ce qu'il faisait d'Aliuma
mais si la scène publique avait fait une intervention par rapport au projet du ministère de la Santé, l'intelligence artificielle, elle peut, à la base des données qu'on a cumulées, qui ne sont pas très exploitées, qui ne sont pas valorisées, qui ne sont pas monétisées, des algorithmes d'intelligence artificielle peuvent nous faire une budgétisation par le système de santé. Yuma, à la base des hôpitaux longitudinaux, taux d'hospitalisation, nombre de lits, le nombre de prescriptions données, les médicaments qui sont prescrits, le nombre d'ambulances, les dépenses dans le secteur de santé. Et c'est des informations, si on les mouline avec les bons algorithmes, avec les bons outils, on peut dégager des informations magnifiques, surprenantes. Imaginez, ici par exemple, voilà, on va faire un plan stratégique 2025, là c'est ce qu'on travaille aujourd'hui, et anticipé pour 2030. Quelles sont les spécialités qu'il faut avoir dans les hôpitaux? Où est-ce qu'il faut installer les hôpitaux? Les points de ramassage et de concentration des ambulanciers, comment je dis. Les déserts médicaux, comment on peut les aider? Comment on peut avoir une présence médicale dans les déserts médicaux? C'est à la base d'informations qui sont existantes. On ne va rien inventer. On va mouliner ces informations-là. Et justement, c'est des algorithmes de l'intelligence artificielle qui vont pouvoir nous apporter cette valeur ajoutée. Je vais vous montrer un exemple. Là, ce que j'ai fait, en fait, c'est dans l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de machine learning. Et dans juste à côté du machine learning, il y a beaucoup d'autres outils qui ne sont pas très connus. Mais dans le secteur médical, les outils qui sont les plus utilisés, ils sont localisés sur le machine learning. Si on fait un zoom, donc un gros cercle au niveau de l'intelligence artificielle, dedans, il y a un gros cercle qui est machine learning, et juste à côté, il y a d'autres petits outils qui sont très spécifiques à des besoins très spéciaux. Dans le machine learning, on a les méthodes supervisées, les non supervisées, donc je connais un peu une hiérarchie d'affaires. Dans les supervisés, on parle de classification et de répression. Le non supervisé, il y a du partitionnement, réduction la réduction des dimensionnalités, et ça peut aller dans les détails avec des algorithmes très complexes qui se basent sur le modèle de Markov, voilà le filtrage de Cannon. Chaque brique, l'organigramme, peut être un sujet de recherche. Chaque brique, elle peut être efficace pour un besoin. Pour un use case, elle montre un résultat surprenant. Sur d'autres use cases, ça peut être totalement inefficace. Toujours, il y a des algorithmes qui sont nouveaux, qui arrivent, voilà des algorithmes qui sont améliorés. Comment on peut exploiter ça? Il faut se rapprocher du métier. L'informaticien, il ne peut rien faire. Il faut qu'il se rapproche du métier, du médecin. Le médecin, il donne sa valeur, ses connaissances, son expérience. Et je pense que couple informaticien et médecin, c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est une bonne transition. On parle beaucoup de changement de métier, et l'intelligence artificielle va tellement impacter le secteur de la santé, ça va créer un nouveau métier. Peut-être que ça va transformer même le métier du médecin, ou créer de nouvelles spécialités. Ça existe, de l'intelligence en expert en IA pour le e-health. Ça nous pousse à poser des questions. Sur quel algorithme utiliser, bien sûr, avec les coûts que ça va engendrer. L'intelligence artificielle, on ne peut pas la faire sur un PC. Donc il faut une puissance de calcul, il faut de l'infrastructure, il faut de la connectivité, et surtout, il faut de la data. Pas n'importe quelle data. De la data qui est exploitable. Les formats papier, les hôpitaux, ça peut être de la data qui est exploitée. Les archives, c'est monétisable.
et ce qu'on essaie de faire, c'est de ramener une activité de recherche touristique. Une activité de recherche qui est à la base en Europe, un peu partout en Europe, mais on a dit, voilà, on est allé, on a même défoncé des portes pour dire là, on est tunisien, en Fitouns, il y a de la compétence, il y a des docteurs, il y a des chercheurs, et on sait faire de la recherche, qui est plusieurs domaines. Il y a un travail sur la robotique, sur les outils, on travaille sur la blockchain, des technologies, et on travaille aussi, commence à avoir un petit noyau sur la e-santé. Vous allez voir, Alloscope, c'est un projet qui a été exposé il y a 2 semaines au salon de recherche d'Orange qui s'est tenu à Paris. L'idée, elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Sur la table, ça montre que des informations telco, des informations de télécommunication, et comme je dis, d'opérateurs, on peut les exploiter, on peut les utiliser pour créer quelque chose dans le secteur de la santé. Donc, la phrase qui déclenche le processus est « Dites-moi comment vous téléphonez et je pourrais dire comment vous allez. » C'est important. DCDR. Je vais vous montrer une petite vidéo. Totalement anonymisé. On n'a pas le contenu de l'appel. On a des informations autour de l'appel. C'est très important. On a qui appelé qui, quand, ça aide avec oui, bonjour. La durée de communication, voilà. C'est le genre d'information qu'on trouve dans un CDR. C'est une sorte de ticket pour chaque appel émis, chaque appel reçu, comme à ce ticket-là qui est généré automatiquement. Et c'est stocké. Les informations à la base, elles sont utilisées dans la facturation. Une personne A appelle une personne B, c'est normal que la personne A va être facturée de nombre de la communication. Mais par exemple, on a ces informations, vu qu'on les a, à part l'usage du billing, et les services enregistrés. Et ça, ce qui est sorti, et que les appels émis, les appels reçus pendant la journée. Par exemple, vous pouvez détecter 2 bits d'appels, SPER, FEDI. Un delta. Le nombre d'appels sortants est plus important que le nombre d'appels entrants. Ça commence à mouiner un peu et profiler un peu la personne. Ça peut avancer très rapidement et plusieurs informations peuvent être déduites. Mais le comportement interne peut être faux. Donc, on peut avoir des idées, des informations sur les liens sociaux, sur l'état psychique, sur l'état physique. Les liens sociaux, la scène, il fait beaucoup d'appels à des personnes différentes, c'est que son réseau social, il est très riche. Il a beaucoup de contacts. Ou le contraire. Les états psychiques,
Imaginez des durées de communication qui durent 4 secondes, 5 secondes. Oui, ça va, ok, ça va. Elle a des durées de communication qui durent 15 minutes, 20 minutes, ça montre un certain état psychique, surtout que si la même personne est contactée à plusieurs reprises, à des fréquences de 15 à 20 minutes. Imaginez des appels à partir de 23h du soir, 1h du matin, à 2h du matin, ça peut être déduit comme des appels de détresse. La personne est instable. C'est des conclusions, même des informations que nous avons. Ça ne veut pas dire que ces conclusions-là sont vraies, pas du tout, c'est des suppositions. L'intelligence artificielle, elle va mobiliser ce modèle-là. Elle va croiser les informations réelles. Et ces informations peuvent être consultées par un médecin. Et un informaticien, en fait, il traite ces informations-là. Je peux la une fréquence d'appel entre minuit et 2h du matin à telle hauteur. Il y a des informations pour un médecin et le médecin il apporte le métier. Oui, voilà. Là, il y a en face de moi une personne frustrée. Elle a une personne stressée. Elle a une personne en détresse. Voilà. On peut bien sûr faire le suivi et donner le bon traitement. Le nombre de sonneries n'est jamais trop. Une personne âgée ne répond pas au téléphone tout de suite. Le téléphone, il peut prendre une quinzaine de secondes. Entre-temps, on perd un interlocuteur. C'est une information qui est exploitée. Alors, les travaux d'Aluma, elles sont faites avec l'université de Grenoble, avec des chercheurs tunisiens qui sont basés en Tunisie, en collaboration avec le C4 ici, les Moulineaux. Et là, je fais un petit appel. On est en train d'instaurer la recherche en Tunisie et on est en train de faire un tour des unités, des labos et des centres de recherche tunisiens. Et on est en train de travailler sur des projets concrets. Nous, on a un centre de recherche numérique par SFEPS. Et on a une équipe qui est basée SFEPS qui travaille sur tout ce qui est grid. Et là, on essaie d'initier, je voyais la partie IF. Donc, Madame Lim, elle est présente. C'est un appel, les portes sont ouvertes. Je serai très honoré de travailler avec les labos et les centres de recherche. Mais on va donner d'avoir une dimension à l'analyse des informations, au moins comportementales, attitudes et tout, qui est focalisée à le suivi individuel. On va donner une autre dimension. Imaginez que les informations et les analyses les conclusions de façon individuelle, imaginez qu'on va regrouper ça. On va dire le groupe. Et on a un comportement qui est bien, un comportement qui sous ça, un comportement qui beige, un comportement qui sexe, etc. On a l'individu tel groupe. À part la dimension spatiale, temporelle, nous avons une autre dimension. Et je vous laisse imaginer un peu les conclusions qu'on peut tirer et l'information elle peut être valorisée. Sous le capot, pour faire tourner tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Le capot. Donc on a des comptes rendus d'appel, la ligne, les CDR. Ils sont exposés par un contrat d'interface pour que ça soit consulté. Un abonnement valide par la plateforme de services là. Les indices télécom, le tout avec des API et je dis bien, ces informations qui sont utilisées avec le consentement de l'utilisateur. On ne peut pas utiliser des informations de quelqu'un. Il faut faire attention. Même si c'est anonymisé.
Ça ne doit pas quitter le territoire tunisien, etc. Enfin, plusieurs règles. Je pense que ça mérite que ça soit discuté, qu'il y ait un point ad hoc. Mais faire de l'intelligence artificielle, le faire pour la santé, c'est pas si difficile que ça. Il ne suffit pas d'avoir le bon outil, voilà, il ne suffit pas d'avoir la bonne information, voilà, la bonne infra, voilà, la bonne connectivité. Il faut aussi garantir la sécurité. Ça, c'est l'interface avec ce que ça peut générer de la data. L'échelle d'évolution professionnelle. Donc, avec le médecin, on va pouvoir établir les liens sociaux, les états psychiques, les états physiques. Si on mouline tout ça, la conclusion claire, on peut faire le suivi individuel ou le suivi populationnel. Voilà. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Par exemple, faire la reconnaissance de la voix pour prédire justement si la personne est en désinteresse ou elle est un petit peu déprimée. Voilà. La réponse est oui, techniquement. Et d'ailleurs, il y a des travaux sur l'analyse vocale pour déterminer l'état psychologique et même pour donner des conclusions si la personne est souffrante ou elle. حتى بالكلمات نتاع باش كما فما des animaux qui peuvent déterminer il y a une présence de douleur de le voir voilà avec les massages même si c'est invisible à l'œil nu ou à l'oreille. Sauf que ce genre d'information veut dire qu'il faut analyser le contenu de la communication. Si je dois analyser la voix de cette communication téléphonique, c'est que j'ai accès au contenu interne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Mais techniquement, c'est possible. RGPD, ça référera à la loi française, je pense. La loi française. Alors, j'ai évité le exhaustif. Tous les métiers sont importants. Le message que Habib m'a dit, c'est que les métiers sont en train d'évoluer, en train de changer. Sur la partie de technologie, il y a le couple technicien avec l'informaticien. Le biotechnologiste qui travaille sur le criblage, le séquençage, il aura besoin d'un informaticien juste à côté pour travailler sur ces algorithmes. H-matique, par exemple, si tu prends un algorithme de machine learning, traduit des informations par des centaines de milliers de pathologies matchées avec des centaines de milliers de médicaments, il est capable de partie d'une nouvelle pathologie de donner la formule du nouveau médicament. Il est peut-être challenge final. Avec ce résultat-là, il faut aller voir le médecin pour avoir son avis. Chacun, il a son métier. On ne va pas remplacer les gens ou les métiers pas du tout, mais c'est rajouter une petite couche de plus de performance. L'exemple de l'intelligence artificielle, tout ce qui est cognitif, on le donne à chaque fois. On pose la question, à votre avis, quel est l'avion le plus sophistiqué? Est-ce que c'est l'avion qui transporte les personnes, l'avion de ligne, ou est-ce l'avion de chasse? Il doit utiliser le militaire. Le plus sophistiqué à votre avis? Généralement, les gens disent c'est normal, c'est l'avion de chasse le plus sophistiqué. Alors, c'est pas vrai. L'avion de chasse, il est tellement basique que c'est incomparable par rapport à un avion de ligne. Allez, c'est fait exprès. C'est fait exprès à la carte. C'est le pilote qui doit prendre la décision, qui fraction de seconde, voilà, qui est un millième de seconde. On n'est pas en train de remplacer le métier, même si demain on sait faire décoller un avion, faire atterrir, aller en pilotage automatique. Mais pas du tout. On a besoin de ce métier-là. Mais c'est le métier qui est en train de se transformer.
Merci Cyril.